L'une de ses recettes s'est appelée le pire sandwich au fromage grillé de tous les temps. Et elle vient de Gordon Ramsay. Qu'est-ce que tu es ? Un idiot sandwich. Il est littéralement l'un des meilleurs chefs du monde. Alors pourquoi Internet déteste-t-il autant ses recettes ? Ça n'a aucun sens pour moi. Alors aujourd'hui, je teste les plats les plus emblématiques de Gordon Ramsay pour découvrir lesquels valent vraiment la peine d'être faits, et ceux dont il devrait avoir honte. C'est dégoûtant. À propos du sandwich grillé au fromage, passons à la suite. Dire que c'est le pire sandwich grillé au fromage de tous les temps est une affirmation audacieuse. Mais quelqu'un a dit que l'effort de Gordon était complètement bâclé et généralement épouvantable pour quelqu'un connu pour crier sur des chefs novices à la télévision. Et quelqu'un d'autre a dit « ce fromage ne fond pas vraiment », et je pense savoir quel est le problème. Il utilise un mélange de fromage Asiago et de Romano au poivre noir. Je n'ai pas pu trouver de Romano au poivre noir, donc j'ai du Romano et un autre fromage au poivre, qui j'espère sera un peu plus fondant parce que ces deux fromages sont très durs. Mais il commence par les couper en tranches. Et apparemment, il dit que ça fond très bien. Vous voyez à quel point ce fromage est dur ? D'après mon expérience, l'Asiago et le Romano ne fondent pas bien. Ce sont plutôt des fromages de finition. Donc peut-être que celui-ci sauvera la mise. D'accord, on a nos tranches de fromage et maintenant il utilise un pain artisanal qu'il dit qu'il faut couper en tranches épaisses. Maintenant, il prend un peu de beurre et l'étale sur l'extérieur du pain pour en mettre des deux côtés. Et maintenant, on ajoute les tranches de fromage. On a notre Asiago, le fromage au poivre, le Romano. Et en théorie, je trouve que ça a l'air délicieux. Il ajoute du kimchi au sandwich. Ça va lui donner une petite touche épicée et fermentée. Le kimchi, ça je peux gérer. Ajoute une dernière couche de fromage sur le kimchi et refermons le tout. Et c'est là que ça devient un peu intéressant. Allumons notre grill. Donc, au lieu d'utiliser une cuisinière tout à fait normale dans la cuisine, il cuisine dans ce qu'il appelle le four. On va mettre ça dans le four, c'est-à-dire ma cheminée. Il commence par mettre toute la poêle en fonte dedans, il la laisse chauffer, puis on va ajouter une bonne quantité d'huile d'olive. Les amis, ne faites pas ça chez vous. D'accord, la poêle était bien chaude et fumante, donc maintenant je vais ajouter le sandwich. Il le fait cuire environ 2 minutes de chaque côté. Pendant tout le processus, il n'arrête pas de nous dire d'appuyer dessus. Donc c'est ce que je vais faire. Quand il le retourne, il le retire du feu. Et c'est là que tout le monde s'est moqué de lui. Que son pain était brûlé et que son fromage ne montrait aucun signe de fonte. Bon, finissons-en. L'autre côté du pain n'a pas l'air trop mal, mais comme vous pouvez le voir clairement, le fromage n'a pas fondu. Laissez-moi le couper et voir ce qu'il y a à l'intérieur. Ce n'est clairement pas un sandwich au fromage grillé bien fondant comme on pourrait s'y attendre. C'est plutôt un sandwich au fromage avec le pain grillé, mais voyons quel goût il a. L'association des fromages, délicieuse. Le kimchi ajoute une touche croquante agréable. Le pain est bien grillé et croustillant. Je pense que le vrai crime, ce n'était pas qu'il n'ait pas fait fondre son fromage. C'était plutôt sa façon de cuisiner. Parce qu'on se demande à quelle fréquence il cuisine là-dedans et pourquoi il a pensé que ce serait une bonne idée. Et oserais-je dire, c'est peut-être le vrai idiot sandwich. Et venant d'un homme avec 7 étoiles Michelin qui appelle ça incroyable, il y a encore du travail à faire. 5 sur 10. Si c'était le pire du pire, est-ce que ces autres plats emblématiques peuvent le racheter ? Et maintenant, nous avons ces célèbres œufs brouillés, qui divisent de l'opinion sur Internet. Quelqu'un a dit que ces œufs sont très faciles à faire et qu'ils sont réussis. Ça donne aux œufs une belle texture. Quelqu'un a aussi comparé la texture à du maïs en crème en conserve plutôt qu'à des œufs. Il fallait que Gordon Ramsay trouve une nouvelle façon prétentieuse de faire des œufs brouillés. Je ne sais pas si c'est prétentieux, mais c'est sûrement une façon inhabituelle de faire des œufs brouillés. Du moins pour moi. Parce qu'on commence avec une casserole froide et on va juste ajouter 6 œufs entiers directement dedans. On ne va pas les fouetter. On ne va pas les battre. On va juste les casser à froid dans cette casserole. 6 œufs, c'est beaucoup, donc je me demande si cette méthode fonctionnerait vraiment avec seulement 2. Et c'est là que la technique devient un peu chaotique et folle parce qu'il monte le feu aux 3/4 de la puissance, puis il commence à fouetter et à remuer avec une spatule en caoutchouc. J'espère que je ne vais pas rater ça. Je gratte le fond jusqu'à... Je ne sais pas ce qu'il cherche. Ça devient bien grumeleux. Je casse les jaunes parce que je pense que les œufs brouillés doivent être bien mélangés. Bon, là, ça a l'air un peu mieux. Mais pour l'instant, on a juste des œufs liquides et gluants. Je continue juste à remuer. Voilà, maintenant, on commence à voir les œufs qui collent sur les parois de la casserole. Je précise qu'il utilise une casserole anti-adhésive. La mienne est en inox. Mais cette méthode devrait marcher avec toute casserole. Les œufs commencent à cailler. Dois-je ajouter le beurre ? Je vais le faire.
Oh là là, ça colle déjà au fond. Bon, maintenant on fait 30 secondes, on retire du feu. Oh là là, ça colle déjà. 10 secondes, remets-la sur le feu pendant 30 secondes. Bon, maintenant retire-la encore pendant 10 secondes. J'espère vraiment que ce seront les meilleurs œufs que j'ai jamais mangés parce que c'est plus stressant qu'autre chose. Bon, c'est mon dernier cycle. Les œufs n'ont pas l'air très cuits. Oh, est-ce que je fais ça correctement? D'accord. Dernier cycle, je vais éteindre le feu et il le laisse juste reposer là. Et maintenant, je dois l'assaisonner. Il ajoute une cuillère à café de crème fraîche, du sel et du poivre. On mélange une dernière fois. Je suis bien obligée d'être d'accord avec l'un des commentaires. Ça ressemble à du maïs en crème en conserve, mais est-ce léger et délicieux? Il sert les œufs brouillés sur une belle tranche de pain grillé avec 3 œufs entiers. Après cuisson, on ne dirait pas qu'il y a 6 œufs. On ajoute un peu de ciboulette pour la couleur. Est-ce l'une des meilleures ou pires œufs brouillés que j'ai mangées? C'est clairement l'une des plus coulantes. Maintenant, je ne sais pas si c'est la meilleure ou la pire parce que c'est ni l'un ni l'autre. Je dois dire que c'est la plus crémeuse que j'ai jamais goûtée. Je dois être d'accord avec un des commentaires. On a juste l'impression que ce n'est pas assez cuit. Et ce n'est pas dégoûtant, mais c'est plus comme une crème anglaise que des œufs brouillés classiques et moelleux. Mais peut-être que c'est justement le but. Il présente une nouvelle façon de faire des œufs brouillés à laquelle nous ne sommes pas habitués. Mais je ne sais toujours pas trop quoi en penser. Donc 7 sur 10. Après les dernières recettes, je commence vraiment à me demander comment il a obtenu ce titre de maître cuisinier. Mais je m'égare, car la prochaine recette est l'une des plus emblématiques de Gordon Ramsay. C'est en fait l'une de ses recettes préférées. Il a même dit qu'il voulait être enterré avec elle dans son cercueil. J'aimerais mettre ce dessert dans ce cercueil. Le sticky toffee pudding est servi dans au moins 20 de ces restaurants et quand les gens l'y goûtent, ils l'adorent. Mais quand ils rentrent chez eux pour essayer de le refaire, c'est une toute autre histoire. Quelqu'un a dit qu'il promet chaleur et réconfort fondant, mais trop souvent il donne un gâteau triste et compact. Quelqu'un d'autre a dit que le gâteau était sec, la sauce était granuleuse et qu'il arrivait à être à la fois trop sucré et trop fade en même temps. Je ne suis jamais allée dans un restaurant de Gordon Ramsay. Je ne sais pas vraiment à quoi m'attendre, mais j'espère que mon sticky toffee pudding ne ressemblera pas du tout au leur. Il commence par couper ses dattes, l'ingrédient principal du sticky toffee pudding. J'ai pris des dattes déjà dénoyautées, donc plus faciles à couper. On va tout mettre dans un bol. Ensuite, il ajoute un peu de bicarbonate de soude et il les immerge dans de l'eau bouillante. Les mesures n'étant pas bonnes, il a demandé un quart de tasse d'eau bouillante, ce qui ne couvrait rien. Maintenant, c'est mieux. D'accord, laissez-moi juste mélanger un peu et ça devrait ramollir. Je vais donc le mettre de côté pendant qu'on continue. Prochaine étape, mélanger beurre et cassonade jusqu'à une texture légère et mousseuse. Maintenant, on ajoute un œuf. Laissez-moi racler rapidement les bords du bol. On mélange encore un peu et ça devrait aller. Jusqu'ici, la recette n'a pas l'air trop compliquée, mais maintenant on va mélanger les ingrédients secs, c'est-à-dire de la farine et de la levure chimique. Il recommande un batteur électrique, mais je préfère mélanger à la main pour éviter un gâteau dense. Je m'arrêterai dès que ce sera bien mélangé pour ne pas trop travailler la pâte. L'étape suivante consiste à mixer les dattes trempées pour obtenir une purée. On a les dattes et j'ajoute aussi le quart de tasse d'eau bouillante d'origine, comme mentionné. C'est parti. On incorpore la purée de dattes à la pâte, puis on répartit la pâte dans un grand moule à muffins, préalablement beurré et fariné. Sa consigne dit de cuire 18 à 20 minutes, mais je suis un peu perplexe car quelqu'un dans MasterChef pensait que ce n'était pas une bonne idée et que cela prendrait des heures. Je ne vois pas où ces heures ont été réduites dans cette recette. Mettons-le au four. Et maintenant, pour faire la sauce au caramel, on va mélanger du beurre, du sucre brun, de la crème liquide entière et du lait, du sirop de maïs et une petite pincée de sel, puis porter le tout à ébullition pendant 3 minutes. Je remarque qu'il commence toujours avec une poêle froide, sûrement pour mieux mélanger. Je suis curieuse de voir si la sauce sera lisse ou granuleuse comme l'a dit cette personne. Cette sauce bout et d'après la consistance, je dirais qu'elle a l'air assez lisse et qu'il n'y a pas de grains ici. Je dois la retirer du feu et ajouter un peu d'extrait de vanille à la place du bourbon. Parfait pour sortir nos gâteaux, au caramel collant du four. Je vais la laisser refroidir un peu pendant quelques minutes et ensuite on va les décorer. D'accord, je pense qu'ils sont prêts. Laissez-moi les démouler. Oh, en fait, ils sont sortis tout seuls. Parfait. Maintenant, passons au dressage. Je crois qu'avec son pudding au caramel, il les sert en fait à l'envers comme ça. Et très souvent, j'ai vu qu'on les sert avec une boule de glace dessus. Notre sauce au caramel a bien refroidi et épaissi. Mais allons-y, ajoutons-en un peu par-dessus. Et je dois dire que ça a l'air assez bon pour être servi dans un restaurant.
Ça a l'air incroyable. Voyons si cette recette de sticky toffee pudding a réhabilité Gordon Ramsay. Il a l'air bien moelleux et léger, pas comme une brique sèche et dense. La sauce n'était pas granuleuse, mais voyons si elle est fade et sucrée en même temps. Je ne comprends pas pourquoi on appelle ça un sticky toffee pudding, car pour moi c'est plutôt un gâteau. Je me demande si j'aurais dû le faire cuire un peu moins, mais la sauce caramel dessus lui donne cette douceur en plus qui, honnêtement, le rend parfait. Si c'était la première recette que j'avais jamais réalisée de Gordon Ramsay, je devrais admettre qu'il est un grand chef. Et quoi que ces personnes aient mal fait chez elles, ça devait être une erreur de leur part, parce que cette recette est exceptionnelle. Je vais certainement réessayer et je vais donner un 9 sur 10 au sticky toffee pudding de Gordon Ramsay. La prochaine recette, c'est ces spaghettis bolognaise, pas bolognaise, qu'il écrit mal. Bologne. Ça ne vient pas d'un livre de recettes, mais il l'a faite pendant un live de cuisine. Et disons juste que les Italiens se disputent avec lui depuis ce jour-là. Il râpe d'abord l'oignon et la carotte pour les réduire en purée plus facilement, donc il conseille de râper les oignons. Gardez vos mains à plat, même si cela paraît risqué. Je vais faire ainsi. C'est peut-être une technique de chef professionnel, mais j'aurais préféré mon hachoir. Les oignons me font pleurer, oh mon Dieu, oh ça brûle. Oui, ça suffit. On va juste les faire cuire, donc il a une poêle chaude et on va verser un peu d'huile d'olive puis ajouter les légumes. On essaye juste de les faire suer. Il dit que le râper et le cuire de cette façon donne une texture de purée. Je ne pense pas qu'il réalise qu'une purée demande des heures de cuisson. Ou alors il le sait, je ne suis pas sûre. Maintenant, il faut juste l'assaisonner avec un peu de sel. Ensuite, il prend 2 gousses d'ail, les passe dans un presse-ail et en coupe simplement ce qui dépasse. Puis il remue encore un peu. Les légumes ne sont pas vraiment en purée, ils sont plutôt en train de dorer. Mais maintenant, on doit ajouter un peu d'origan, comme quelqu'un l'a suggéré. La sauce boulognaise n'utilise ni ail ni herbe. Ça peut être bon, mais on ne pourra jamais appeler ça une sauce boulognette. C'est fou. Quelqu'un peut confirmer si c'est vrai ? Car j'ai souvent vu des herbes et de l'ail dans les sauces bolognaises. Mais maintenant, au centre de la poêle, là où c'est chaud, on ajoute notre viande hachée. On fait juste revenir la viande rapidement pour qu'elle ne devienne pas grise. Je ne pense pas qu'on puisse éviter que la viande grise, car c'est ainsi qu'elle cuit. Il ne la fait pas non plus dorée. On la pousse sur le côté, on ajoute du concentré de tomate. Quand tout est bien mélangé, il ajoute vin rouge. Le vin rouge est censé donner de la profondeur et du corps, et le tout est censé devenir bien sirupeux. L'ajouter a quand même donné une bonne odeur. Je pense qu'il faudra ajouter un peu de sel, on va faire comme ça. Ça semble assez sirupeux, alors ajoutons maintenant les tomates concassées. Et la partie la plus diabolique de toute cette recette, un peu de sauce Worcestershire. Ce qui a fait crier ce chef italien. Est-ce que je fais une bolognaise ou est-ce que je fais un chili ? Je ne sais pas. Bon, maintenant on va juste laisser mijoter pendant quelques minutes. Notre sauce à la viande a l'air d'être presque prête, mais pour la finir, il ajoute un peu de lait. J'imagine qu'on essaie de faire une sauce crémeuse. Et voici la sauce bolognaise en 15 minutes, de Gordon Ramsay. Quelqu'un a dit que ça aurait été correct s'il l'avait appelée sauce à la viande, mais une sauce bolognaise comme ça, ce n'est pas correct. Quelqu'un d'autre a fait remarquer que dans un épisode de MasterChef, Gordon s'est vu demander s'il avait déjà fait une bolognaise en moins de 3 heures et il a répondu non. D'accord. Servons-la sur des spaghettis. Donc, dans la vidéo, il ne la montre même pas servie sur des spaghettis, mais elle a l'air assez copieuse. Alors, laissez-moi goûter. Est-ce que ça a le goût d'une vraie sauce de mamie ? Probablement pas. Mais c'est bon, réconfortant et savoureux. Je ne vais pas me plaindre. Voilà tout. Si Gordon Ramsay disait que c'était une sauce à la viande, personne n'y verrait de problème. Mais parce qu'il lui a donné le nom d'un plat italien aussi emblématique, les gens se sont insurgés. Alors peut-être qu'il a juste besoin d'un petit changement d'image, mais c'est délicieux et je vais lui donner 7 sur 10. Et Gordon, ça s'écrit bolognaise, pas bolognaise. Celui-ci est peut-être la recette la plus emblématique de Gordon Ramsay. C'est son célèbre bœuf Wellington, et certains disent que ça n'en vaut vraiment pas la peine. Mais il affirme que si vous voulez vraiment remplacer la dinde rôtie, c'est le meilleur choix pour votre table. Quelqu'un a même dit « J'ai demandé à ma mère de faire ça au lieu de sa dinde sèche ». On va donc voir qui a raison. D'abord, il assaisonne son rôti de filet de bœuf avec sel et poivre. Je vais en ajouter sur la planche car il semble rouler la viande dans beaucoup d'assaisonnement. Il précise que le filet de bœuf, comme le filet mignon, est la pièce la plus chère mais aussi la plus maigre et tendre. Cette recette doit donc en valoir la peine.
Maintenant, dans une poêle en fonte bien chaude, il ajoute son huile et saisit chaque côté de la viande pendant environ 60 secondes. Oh, regarde comme ça rétrécit. On dirait qu'il pousse toute la viande sur le côté et la fait frire. Pendant qu'elle est encore chaude, on badigeonne un peu de moutarde, de Dijon ou anglaise dessus. Il dit que cela retiendra l'humidité et ajoutera de la saveur. Je n'ai jamais mis de moutarde de Dijon sur ma viande, ce sera donc intéressant. Passons à l'autre côté et laissons reposer. Maintenant vient ce qu'il dit être la partie la plus essentielle de toute cette recette, les champignons. Il commence par enlever les pieds de ces champignons. Je me demande pourquoi il enlève les pieds, alors qu'ils sont aussi comestibles. La recette demande une livre de champignons et je les aime bien, donc je vais les mélanger. Il ajoute aussi beaucoup de sel et de poivre. Il hache l'ail et le met dans le robot. Mais si tout va être mixé, pourquoi ne pas tout mettre d'un coup ? Allez, hachons tout. Il les mixe jusqu'à obtenir une pâte. Je dois racler les bords. Mais ça sent bon. Maintenant, en utilisant la même poêle en fonte, on va faire cuire la pâte et vraiment extraire toute l'humidité. Parce qu'il dit que la réussite d'un Wellington, c'est de bien sécher les champignons. Et quelqu'un a dit qu'un fond détrempé est le problème le plus courant dans un Wellington. C'est la raison numéro 1 pour laquelle les Wellington fassent maison et chou moi. Donc je vais devoir m'assurer que tout est vraiment super méga sec. C'est comme une pâte. En le cuisinant, je vois l'humidité qui en sort. Et je ne veux pas que mon bœuf Wellington rate. Donc je vais devoir bien le sécher. Je vais essayer une astuce. Il suffit de l'étaler finement et de laisser sécher. Il faut répéter. L'humidité semble avoir un peu baissé, donc j'ajoute maintenant du thym frais. Je ne sais pas si vous avez une herbe préférée, mais le thym est sûrement l'une des miennes. Tellement savoureux. Je pense qu'on y est presque. Les champignons sont prêts. On passe à l'assemblage. Il prend le film plastique et l'étale sur le plan de travail. Apparemment, cela sert aussi à retenir l'humidité. Ensuite, on va disposer quelques tranches de prosciutto par-dessus. Et puis je vais en mettre une ici, sur le dessus, pour bien couvrir quand on va rouler. Bon, je me pose des questions parce que tout ça est censé recouvrir ce morceau de viande. Et je n'ai plus de prosciutto, mais j'ai encore un peu de charcuterie. Donc on va juste en mettre un peu au fond ici, par précaution. Super! Notre pâte de champignons a aussi bien séché. Maintenant, je vais l'étaler sur le prosciutto. Ça me rappelle un burger végétarien. Je dois aussi m'assurer que ça puisse envelopper tout le morceau de viande. Donc je vais utiliser mes mains. J'appuie bien, ça a l'air plutôt pas mal. J'espère que ça couvrira tout le morceau de viande, c'est ce que je vais tenter maintenant. Oh, peut-être trop. Je le soulève. C'est un peu comme enrouler un très gros morceau de sushi. Mais il dit d'utiliser le film plastique pour t'aider et bien serrer. Il faut presser. Je le serre aussi fort que possible. Et j'ai réussi. Bon, maintenant je dois rentrer un peu les côtés et on va vraiment bien le serrer. Je pense que si quelqu'un a dit que le premier était un désastre, avec une pâte détrempée, des couches lâches et sans structure, c'est justifié. Je l'ai refait plusieurs fois avec toujours le même résultat. Je sens comme une poche d'air, juste ici. Et comme il l'a dit, il faut vraiment le rouler très serré. Donc j'essaye de faire sortir toutes les bulles d'air. Et je vais être honnête, je sens que c'est un peu lâche. Mais j'essaye de faire de mon mieux pour que ça tienne. Et ensuite, il fait ce petit truc. Aussi serré que possible. Comme une saucisse de viande, il faut que ce soit bien serré. J'espère que ça ira. Mais maintenant, il le met au réfrigérateur pendant 15 minutes. Je dois prendre plus de film plastique, ajouter la pâte feuilletée dessus, puis retirer la saucisse du film plastique et la rouler dans la pâte. Voyons comment faire cela au mieux. Peut-être que je devrais le couper. J'ai l'impression que 15 minutes au réfrigérateur n'ont pas vraiment servi à grand-chose. C'est à peine froid, mais je dirais que la forme s'est bien maintenue. Maintenant, il dit de le rouler juste assez pour que ça recouvre. Encore une fois, utilisez le film plastique pour nous guider et assurez-vous de bien le rouler serré. Attends, mais si la pâte feuilletée ne le recouvre pas, d'accord. Étire-la un peu. D'accord, c'est parti. Et puis, comme pour l'autre étape, on doit couvrir les côtés, bien l'enrouler dans une petite pâte. Il l'enroule à nouveau, la met au réfrigérateur pendant environ 5 minutes pendant que le four préchauffe. Encore une fois, 5 minutes au réfrigérateur n'ont pas vraiment changé grand-chose pour la pâte feuilletée, puisqu'elle est encore un peu collante, mais ce n'est pas grave. Maintenant, il la badigeonne avec une dorure à l'œuf. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un jaune d'œuf. Cela lui donnera une belle couleur dorée et devrait ressembler davantage à un burrito. Mais il dit que maintenant vient une vraie technique de chef expérimenté, où il prend le dos d'un couteau et commence simplement à l'inciser. Donc, une fois que le bœuf Wellington sort du four, il a un joli motif dessus. De petites entailles croisées, comme ça.
Je veux faire une sorte de petit motif en chevron. Ça a l'air bien. Dernière étape, salez-le puis mettez-le au four. Et voici notre bœuf Wellington. Ça a l'air bon mais je vois des bulles. Et je ne suis pas tout à fait sûre si ces bulles viennent de l'eau ou du beurre de la pâte feuilletée. Mais il faut le laisser reposer 10 minutes et ensuite on verra bien. On dirait un énorme croissant à la viande quand même. Bon, il a reposé un moment et je dois dire que la présentation est magnifique. Je me sens vraiment confiante à ce sujet, mais je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur parce que quelqu'un a dit « J'ai suivi la recette en ligne à la lettre, j'ai sorti mon chef-d'œuvre du four et j'ai regardé avec horreur le couteau révéler un ratage pâle, humide et pâteux, pourvu que ce ne soit pas un ratage. Il est temps de découvrir l'intérieur. Je vais juste le tenir. » Prête ? Waouh, vraiment ? Je ne trouve pas que ça ait l'air d'étremper. Bon, j'ai l'impression que ça pourrait être un peu plus cuit. C'est un peu trop saignant pour moi, mais coupons une tranche et voyons vraiment. Oh, ça vient de sortir. Honnêtement, ça n'a pas l'air trop détrempé. Si c'est servi tout de suite comme il faut, il y a un peu de liquide parce que je viens de le couper, mais la pâte reste quand même un peu ferme. La vraie question pour moi, c'est quel goût a un bœuf Wellington ? Santé. Ça a le goût d'une tourte à la viande savoureuse. Je dois dire que comme il a salé à chaque étape, ça penche un peu du côté salé. Mais dans l'ensemble, j'adore la pâte. La viande est parfaitement tendre. Les champignons, super savoureux. Et je comprends pourquoi ce serait bien meilleur qu'une dinde sèche pour les occasions spéciales. Je dirais que la recette emblématique de Gordon Ramsay est à la hauteur de sa réputation. Et je vais donner à son bœuf Wellington un 9 sur 10. Il peut avoir quelques ratés, mais ses réussites sont vraiment impressionnantes. Si vous avez aimé cette vidéo, allez me voir tester d'autres recettes de célébrités.